en Algérie ont égrené leurs difficultés lors de la visite du chef de l'État à Alger. Le ministre de l'Intégration africaine les a rassurés. Nous saurons ce que Ali Koulibaly leur a dit dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale participe à la commémoration des 25 années de règne du roi de Mossoul, Nana Kanga Assoumu, le 21e souverain de l'histoire du royaume Abouré Ehé. Le footballeur camerounais Patrick King a perdu la vie hier dans la capitale roumaine après un malaise sur le terrain. Le Camerounais avait rejoint en janvier le Dynamo Bucarest qui occupe lors de la dernière journée des play-offs la 4e position dans le championnat de Roumanie. Madame, Messieurs, bonsoir. Les doléances des Ivoiriens vivant en Algérie ont été entendues. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, les a rencontrés lors de la visite du président Ouattara. Au nombre de leurs difficultés, l'obtention de visas et des bourses d'études. Jérôme Kofi Aboulin nous explique tout cela. Alger ce mercredi, il est environ 20h localement, soit 1 heure de moins à Abidjan, quand des ressortissants ivoiriens résidant en Algérie se retrouvent sur le lieu choisi en vue d'une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de sa visite d'État dans leur pays hôte. Rencontre tant attendue, tant ils entendent en profiter pour faire partager au chef de l'État leurs préoccupations. Préoccupations au nombre desquelles des problèmes de passeport et la question de la bourse pour ce qui concerne des étudiants. Réagissant à ces problèmes, le représentant du président de la République rassure. Selon le ministre Ali Koulibaly, l'un des soucis majeurs du président de la République est de travailler à s'occuper du bonheur et de l'épanouissement de tous les Ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou hors du pays. Je suis là pour vous dire que le président de la République est à l'écoute de tout le monde. Et le président de la République ne fait pas de différence entre les Ivoiriens du dedans et ceux du dehors. Je puis vous assurer que le président Ouattara examinera toutes les doléances que vous avez formulées, notamment celles relatives à l'appui qu'il faut apporter aux étudiants bénéficiant d'une bourse allouée par l'Algérie. Rencontre qui s'est soldée par l'offre d'une somme de 10 000 $ aux ressortissants ivoiriens en Algérie. Un premier geste du président de la République, Alassane Ouattara, en attendant de réunir tous les moyens pour les aider à venir à bout de leurs problèmes respectifs. L'Algérie compte sur son sol environ 1500 Ivoiriens, parmi lesquels plus de 200 étudiants. La Côte d'Ivoire abrite 2 secrétariats chargés d'élaborer des normes dans 2 domaines, dont le tourisme. Les experts ivoiriens réfléchissent donc sur l'élaboration de normes dans le secteur du tourisme pour les États de la CEDEAO et ce dans le cadre de l'intégration africaine. Suivons ce reportage de Francis Boifo qui nous explique le processus d'élaboration d'une norme. L'élaboration des normes suit plusieurs étapes. Illustration avec l'ATK. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a une norme sur l'ATK, les données scientifiques de tous les centres de recherche, des études qui ont été effectuées, les analyses en laboratoire. Donc on a réuni au sein de ces commissions-là l'ensemble de toutes les parties intéressées, c'est-à-dire des producteurs, les organismes scientifiques et tous ceux qui ont la connaissance sur ce sujet-là, pour sortir une norme tout à fait acceptable. Dans l'espace CEDEAO plus la Mauritanie, la Côte d'Ivoire abrite 2 secrétariats techniques chargés d'élaborer des normes harmonisées dans les domaines de l'électronique et du tourisme. Nous avons aujourd'hui permis d'harmoniser 24 normes au sein de la CEDEAO. Ces normes-là portent essentiellement sur les produits d'éclairage qui sont assez classiques, des produits électrodomestiques. Pour ce qui est du tourisme, vous avez les questions relatives au classement des hôtels, les questions relatives à la restauration, les services du tourisme, c'est multiple. Donc toutes ces questions-là, pour l'instant, c'est 11 normes qui sont en enquête publique. Pour renforcer les capacités techniques des 2 secrétariats, la CEDEAO vient d'offrir du matériel informatique de plus de 6 millions de francs CFA. Ce qui va aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de promotion de la qualité. Cet aspect qualité est pris en compte dans tous les programmes que nous développons. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, la CEDEAO vient
encore une fois de plus, nous appuyer. Le projet d'harmonisation des normes dans l'espace communautaire est financé par l'Union européenne à hauteur de 7,9 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans et demi. Depuis quelques semaines, une rumeur circule sur les réseaux sociaux. D'aucuns affirment que l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sera privatisé. D'autres lancent même des pétitions pour empêcher cette privatisation. Mais qu'en est-il vraiment? Vous voulez le savoir? Eh bien, suivons ce reportage de Michel Dugré. C'est sur la toile que la rumeur de la privatisation de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a commencé à alimenter les débats, suscitant parfois de vives réactions. C'est vraiment triste, c'est dommage. Mais sur les sites de l'INPHB à Yamoussoukro, la vie suit son cours normal. Les responsables sont même surpris par cette information. Au niveau de ma connaissance du projet, il n'a jamais été question à l'État de Côte d'Ivoire de vendre l'INPHB que vous avez sous les yeux. Même son de cloche à l'antenne de l'INPHB de Cocody Danga. Je ne sais pas où les personnes ont tiré ces informations, mais personne ne veut privatiser l'INPHB. On nous a demandé en tant que comité de réfléchir sur un meilleur fonctionnement de l'école, de l'Institut. C'est ce que nous avons fait. À l'issue des réflexions du comité de pilotage des réformes, il ressort toutefois que le statut d'établissement public de l'INPHB plombe la redynamisation de l'Institut. Ça ne sied plus du tout. On ne peut pas, avec la démographie que nous avons, former autant d'ingénieurs et de techniciens dans ces écoles-là en étant EPN. Ça ne sied pas. Parce que la liberté, la possibilité de mouvement, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan financier, n'est pas admis. Le comité de pilotage des réformes de l'INPHB recommande donc un nouveau statut pour l'école, celui d'association sans but lucratif. On considère que l'INPHB, son domaine, c'est des activités académiques et qu'il n'y a pas lieu de chercher de l'argent, mais de répondre aux besoins de l'économie et de la société en Côte d'Ivoire. Donc une association, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des associés. Ce n'est pas des actionnaires qui détiennent des parts dans une société et qui attendent les dividendes à la fin. L'association ne doit pas faire de profit et elle se comporte comme si elle poursuit les mêmes objectifs de mission de service public. Mais les préoccupations des internautes sur les réseaux sociaux restent les conditions d'accès à l'INPHB si ce nouveau statut venait à être approuvé par les autorités gouvernementales. Maintenant, on n'ira plus à l'INPHB parce qu'on est intelligent, mais parce que papa a l'argent. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'argent dans un système comme ça? Aujourd'hui, pour aller à l'INP, c'est la compétence, la qualité du bac que vous aviez. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Donc pourquoi voulez-vous que demain ça change? C'est pas parce qu'on aura fait une INP plus performante, plus fonctionnelle, que subitement, ceux qui n'ont pas de parents riches ne pourront pas y entrer. C'est en mars 2015 que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris l'initiative de la mise sur pied d'un comité de pilotage des réformes de l'INPHB. Pour redonner un nouveau souffle à l'Institut, ce comité a pour mission de proposer des tests relatifs au statut, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de l'INPHB. Sur une production de 180 000 tonnes de mangue fraîche, la Côte d'Ivoire n'en exporte que 10%. Les pertes annuelles seraient de l'ordre de 30% à 40% de la production. C'est énorme. Pour pallier cette situation, des séchoirs ont été installés dans plusieurs villes du nord du pays productrices de mangue. Francis Boifo nous parle des enjeux de la transformation de la mangue. La mangue fraîche, troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire avec une production annuelle de 200 000 tonnes en 2014. Troisième spéculation après le coton et l'anacarde pour les populations du Nord. Elles produisent beaucoup mais vendent peu et pour cause. Chaque campagne dure maximum 3 mois et en 3 mois, on perd beaucoup de mangue. Plus de 40% de la production est perdue
sous les manguiers, c'est de la pourriture. Pour réduire les pertes post-récolte, résoudre le problème de la mévente de la mangue, 3 unités de production de la mangue séchée ont été installées au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet initié par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et financé par le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO-WAP et la Banque mondiale. Coût des unités de production, environ 100 millions de francs CFA. Chaque unité peut produire jusqu'à 15 tonnes par saison, environ 4 mois. Donc on a une capacité d'environ 50 tonnes. Sur les 200 000 tonnes que produit la Côte d'Ivoire en mangue, vous voyez qu'il y a de la place pour faire vraiment un travail très intéressant. Premier bénéficiaire du projet de production de la mangue séchée, les producteurs du Nord. La zone fournit 90% des mangues exportées. Je partais à Abidjan avant, mais on m'a dit qu'il y a une usine ici, eux ils payent mangue. Le chargement à Abidjan, on fait une semaine. Quand tu envoies ici, là, c'est bon plus que pour Abidjan. Vraiment, ça va. Avec l'usine, on s'en sort. On n'a plus de mangue pourrie sous les manguiers. En plus des 3 unités installées par le gouvernement à Ferke-Sédougou, Bondiali et Korogo dans le cadre du projet pilote, 2 autres entreprises ont été créées par des privés, soit au total 5 structures de production de mangue séchée. Mais les producteurs en demandent davantage. 2 unités ou 3 unités, ce sera encore mieux. Étant donné la quantité de production que nous avons, il serait bien que nous fassions peut-être le nectar de mangue, la confiture de mangue, pourquoi pas le jus de mangue. Alors si nous avons tout cela, en plus de la mangue séchée, vous allez voir que la mangue va manquer et ça va inciter davantage beaucoup de producteurs. D'où l'appel des responsables du FIRCA aux opérateurs économiques. Toutes ces actions que le FIRCA a menées à travers donc, le PPAO-WAP, c'était de montrer aux opérateurs du secteur privé qu'il y avait une possibilité pour une quantité importante de mangue d'être transformée. Donc, un message est lancé aux opérateurs pour pouvoir prendre le relais de cette action pilote qui a été menée. Autre défi majeur, les déchets générés par la transformation de la mangue et surtout la lutte contre les insectes ravageurs. Ces insectes sont responsables des pertes enregistrées durant la production. La Côte d'Ivoire a été même sous menace les années passées d'embargo de notre mangue suite aux différentes apparitions de ces mouches-là sur les mangues exportées. Le président de la République a débloqué un montant de près de 1,7 milliard l'année passée pour traiter tout le verger ivoirien. Et ce qui nous a permis de réduire nos interceptions, c'est-à-dire les quantités, les fréquences de mangue d'envoi infectés de 62 à moins de 10. Deuxièmement, élément, que la filière qui est organisée cotise au FIRCA pour permettre d'avoir suffisamment de financement pour traiter chaque année notre verger. Troisièmement, le ministre donc a saisi la Banque mondiale et l'Union européenne pour mettre un programme structurel pour lutter contre la mouche de fruits. Toutes ces actions vont consolider la position de la Côte d'Ivoire. Premier pays africain exportateur de mangue fraîche sur le marché européen, 3e exportateur mondial. Son ambition, s'affirmer sur le marché de la mangue séchée. La demande est estimée à 700 tonnes en Afrique de l'Ouest et plus de 5000 tonnes dans le monde selon le FIRCA. Il est aussi envisagé par le ministère de l'Agriculture la transformation d'autres fruits et produits agricoles pour une forte valeur ajoutée. Seulement 20% de la production nationale agricole sont transformés. La politique nationale au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est de produire et de transformer maintenant le maximum de nos produits sur place en Côte d'Ivoire, créer de la richesse et réduire la pauvreté. Et cela s'est fait pour les produits d'exportation et les produits vivriers. L'objectif du gouvernement, aider à l'augmentation des revenus des producteurs et permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le maximum de profit des produits agricoles. Nous allons maintenant parler des personnes de petite taille. Ces personnes de petite taille ont aussi des atouts. Tenez, les femmes de petite taille ont des atouts physiques qui pourraient faire perdre la tête à plus d'un. En tout cas, à y regarder de près. Un concours Miss Petite Taille est même organisé en leur honneur. C'est en novembre prochain et vous y êtes invités. Mais avant, regardons ce reportage de Éric Goré sur la conférence de presse de l'Association des personnes de petite taille. Le nanisme est un ralentissement de la croissance biologique d'un être vivant. Dans le monde, des milliers de personnes sont victimes de cette pathologie. Elles sont appelées personnes de petite taille. Leur taille maximum est de 1,40 m.
Outre ce handicap, ces personnes possèdent toutes les capacités physiques et intellectuelles pour participer au développement d'un pays. Elles sont belles, elles sont marginalisées, elles sont cachées par les parents et c'est une occasion pour faire sortir ces belles dames, même si elles sont de petite taille, pour montrer à l'opinion internationale, même nationale, pour dire qu'elles existent. Elles sont là et elles méritent aussi la considération. Des associations de personnes de petite taille existent dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, l'association des personnes de petite taille a été créée en février 2014. Elle a pour but de réunir ces personnes et de permettre leur insertion dans le tissu socio-économique en valorisant leur image. C'est l'objectif du concours Miss de petite taille. Montrer que la femme de petite taille a autant d'atouts que les autres femmes. Notons que Kangoute Djenebou, présidente de l'Association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire, a été élue première dauphine lors du concours Miss CEDEAO de petite taille au Mali en 2010. Elle représentait la Côte d'Ivoire à ce concours de beauté international. Parlons sécurité avec ce coup de filet de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Cette brigade a démantelé un réseau international de trafiquants de drogue à Noé, non loin de la frontière avec le Ghana. Le présumé maillon du réseau avait 100 kg de cannabis en sa possession. Abou Sanogo nous rapporte les faits. Un réseau international de trafic de drogue entre la Côte d'Ivoire et le Ghana démantelé. 50 bouches de cannabis, soit 100 kg, saisis à Noé dans la nuit de jeudi à vendredi par les hommes de la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues. Le présumé maillon important de ce trafic a été interpellé après plusieurs investigations. Il s'adonnerait à ce métier depuis plus de 2 années. Ces 50 bouches de cannabis d'une valeur de 1 million de francs CFA devraient être écoulées sur le marché ivoirien. Il y a les 2 frères, moi je connais propre, ils sont venus chez moi. Que non, il y a les Mogos qui cherchent Kali. C'est ça, il dit, oh, si c'est ça, moi, il peut trouver aussi pour eux ici. L'homme ne sait pas que c'est comme ça a devenu, mon vieux. Moi, je suis un jeune. Pardon, mon vieux. Il demandait pardon, grand pardon même. L'opération a été rendue possible grâce à l'exploitation de renseignements qui a permis aux enquêteurs de la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues de mettre le grappin sur l'un des membres de ce réseau. Il nous a donné des informations sur le Ghana et puis en Côte d'Ivoire. Les enquêtes vont permettre d'interpeller ces derniers-là. Nous avons déjà saisi Interpol qui va se charger du côté ghanéen et puis nous-mêmes nous chargerons du côté ivoirien. C'est pourquoi je lance un appel à la population pour qu'il y ait une collaboration franche avec la direction de la police des stupéfiants et des drogues. L'individu sera remis entre les mains de la justice pour répondre de ses actes. Du RHDP sont en séminaire de formation des formatrices du Rassemblement des femmes fouettistes pour la démocratie et la paix sur la cohésion sociale. Elles sont à Bassam depuis hier et elles s'interrogent sur comment aller à la cohésion pour un RHDP fort. Hamza Diaby nous dit que le bureau du RHDP a été investi et la présidente est Ouattara Yéné Joséphine. Je vous investis ce jour le président Henri Konan Bédié et tous les présidents du RHDP vous mettent en mission au fin d'apporter la cohésion sociale et d'être le socle du parti unifié à venir. Voilà investi le tout nouveau bureau du Rassemblement des femmes fouettistes pour la démocratie et la paix. C'était lors du séminaire de formation des femmes du RHDP sur la cohésion sociale. Un séminaire dont l'objectif est de renforcer la cohésion au sein des femmes fouettistes pour une implantation dynamique et forte du parti unifié sur le terrain. Nous les femmes du RHDP qui souhaitons une paix durable pour la Côte d'Ivoire, nous sommes ici à Grand Bassam pour nous former et nous donner les moyens nécessaires pour aller restituer ces informations sur l'ensemble du territoire, car nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous voulons le faire dans la paix et dans la joie. Nous devons engager les femmes du RHDP à accéder à une cohérence d'idées et de points de vue qui les mènera à la cohésion. Cette cohésion étant la force qui unit les parties d'un tout.
Les fondements de la cohésion du RHDP, les caractéristiques de la cohésion sociale et la cohésion sociale, facteur de performance, ce sont là les thèmes développés lors de cette formation pour qu'au final, les participantes aient une bonne connaissance du concept de cohésion de groupe et des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Moussou fête les 25 ans de règne du roi Nana Kanga Assoumou. Les festivités ont démarré mercredi dernier à Grand Bassam. Des festivités qui ont réuni plusieurs communautés et des personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Guillaume Soro est le parrain des festivités. Le reportage de Michel Digri. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, recevant ses apparats pour la célébration des 25 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi de Moussou. Les festivités peuvent alors commencer. Un jubilé d'argent creusé de la rencontre culturelle entre différents peuples vivant en Côte d'Ivoire. Ce tambour venu du pays avant, il n'apparaît pas à tout lieu. On est au 25e règne aujourd'hui et j'ai fait toutes les années de règne avec le roi. C'est tellement émouvant, Je trouve que c'est merveilleux. Nous sommes là parce que c'est une fête culturelle. Le roi nous a invités. Il était bon que toute la communauté malinké, qui est là depuis des décennies, vienne appuyer ceux qui ont installé nos grands-parents à Bassam. Ça nous permet de vivre ensemble parce que de toutes les façons, nous sommes condamnés à vivre ensemble à cause du brassage culturel. Parlant au nom du président de l'Assemblée nationale, le député Aka Awele, fils de la région, donne les secrets de la longévité sur le trône du royaume de Moussou de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou. Dès son intronisation, Nana Kanga Assoumou va s'évertuer à rassembler son peuple, à colmater les brèches et fissures issues de la disparition brutale et prématurée de son prédécesseur. Il fera montre de diplomatie, de conciliation et de leadership pour permettre au peuple abouréoué de s'affirmer. Les festivités de ce 25e anniversaire du roi de Moussou prennent fin ce dimanche. La fête de l'Igname est célébrée chaque début d'année par le groupe Akan. Lors de cette célébration, la consommation de l'igname est interdite et n'est utilisée que pour les rituels. La veille de la cérémonie, les tam-tams, tambours annoncent la fin d'une année et le commencement d'une autre. Le tambour parleur qui a un rôle bien déterminé que Victorien Angouan nous explique ici. L'igname est un aliment ayant une forte valeur culturelle et est l'objet de rites agraires. Les peuples agnis de Côte d'Ivoire célèbrent l'igname pour marquer le nouvel an. Ce vendredi 15 avril, le canton Niablé fête ce tubercule riche en amidon. Trait d'union entre les vivants et les morts, l'igname doit être consommé officiellement par le chef de canton Nana Kwaku Patient III avant son peuple. Avec lui, les chefs de village de son canton, dont Nana Kadio Morokro, Dafali Kro. Des invités venus du Ghana, à savoir la reine-mère Nana Abena Akia Sikafuturo, Nana Ndou Ade 4 d'Asuba, des chefs BT, personnalités et autres. J'aimerais qu'à une prochaine occasion, qu'on essaye de m'informer un peu plus tôt pour que j'essaye un peu d'éviter les rois et chefs traditionnels aussi du Cameroun qui viendront voir comment ça se passe ici et ainsi réciproquement. Je suis vachement impressionné parce qu'à l'issue de la fête, j'ai eu même à faire une photo avec les différents nanans et c'est inimaginable. Et ben je l'ai fait et ça s'est à garder dans mon cœur toute ma vie et je le ferai partager à mes amis et à mon enfant. La première consommation de l'igname appelle à un équilibre diététique à travers le foufou, l'huile de palme et les œufs qui l'accompagnent. Un repas concocté par les princesses et les femmes de la cour sous la supervision de la reine-mère Amouakon Ama Rosalie. La consommation solennelle de l'igname est précédée de la sortie des bias. Ils ont été nourris en secret. Période d'introspection mais aussi de réjouissance, la fête de l'igname ou le nouvel an à Niablé a été l'occasion de présenter les nouveaux chefs installés par le chef de canton.
Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, l'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi est convoqué le lundi prochain par le parquet général de Lubumbashi. Hier, un premier mandat de comparution circulait sur les réseaux sociaux. Dans ce document, le parquet convoquait Moïse Katumbi à 10h aujourd'hui même pour être entendu. Mais Moïse Katumbi affirme n'avoir reçu ni cette invitation ni le mandat à comparaître. 72 heures après l'officialisation de sa candidature à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi fait l'objet de poursuites judiciaires. Ce samedi, l'ex-gouverneur du Katanga a reçu une convocation l'appelant à comparaître devant le parquet général de Lubumbashi. Depuis vendredi, les réseaux sociaux annonçaient un premier mandat de comparution dans lequel le parquet convoquait Moïse Katumbi à 10h ce samedi pour être entendu sur les faits à lui imputer. Convocation à laquelle l'homme d'affaires n'aurait pas répondu. Katumbi de son côté affirme n'avoir reçu aucune note l'appelant en justice. Il a donc décidé d'envoyer ce samedi ses avocats vérifier l'existence du dit mandat. Plus aucune confusion, les envoyés ont reçu un document intitulé « Deuxième mandat de comparution ». Celui-ci ne précise pas le motif de la convocation. Toujours est-il que l'homme est accusé d'avoir recruté des mercenaires américains pour déstabiliser le pouvoir Kabila. Depuis mercredi 4 mai, une enquête est ouverte pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. En Libye, 5 personnes ont été tuées hier et 11 autres blessées par des tirs d'obus sur un rassemblement à Benghazi dans l'est du pays. Selon une source militaire, les obus étaient tirés depuis le secteur du nord de Benghazi, une zone sous le contrôle de groupes armés opposés aux forces loyales. Benghazi, deuxième ville de la Libye, située à 1000 km à l'est de la capitale Tripoli, est depuis près de 2 ans le théâtre de combats sanglants entre les forces loyalistes et des groupes armés, dont les djihadistes du groupe État islamique et d'Ansar al-Sharia, proche d'Al-Qaïda. Pour finir en sport, sachez que le milieu de terrain camerounais de Dynamo Bucarest, Patrick Ekeng, a perdu la vie hier à l'âge de 26 ans alors qu'il jouait un match du championnat de Roumanie. Il a fait un malaise cardiaque. L'international camerounais avait rejoint en janvier le Dynamo Bucarest qui occupe actuellement la 4e position dans le championnat de Roumanie. Patrick Ekeng, milieu camerounais âgé de 26 ans, est décédé le vendredi soir des suites d'un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dynamo Bucarest dans un match de championnat de Roumanie. Il était entré en jeu contre Viitorul Constanta depuis 7 minutes lorsqu'il s'est écroulé sans aucun contact avec un autre joueur. Transporté aux urgences, le personnel soignant a tenté pendant 1h30 de le ranimer en vain. Un décès comme ça fait mal, ça nous rappelle la mort de Vivian Fauré, qui était mort en plein stade. Il avait joué au Cameroun, je pense qu'il avait joué avec le Canon de Yaoundé. Et le savoir ou bien le voir coucher comme ça sur l'aire de jeu, pour nous les Camerounais, c'est vraiment très triste. Ça fait mal, surtout que des jeunes qui décèdent à la fleur de l'âge alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à prouver dans le domaine sportif, ça fait sincèrement mal. C'est triste. Je peux me mettre à la place de la famille parce que actuellement, c'est tout le Cameroun, tous les footballeurs camerounais qui sont en deuil. Le jeune milieu de terrain camerounais est arrivé au Dynamo Bucarest après quelques saisons passées en France, notamment à Aix-Rodez et Le Mans. Sa mort a rappelé au monde du football les décès similaires des internationaux Marc-Vivien Foé du Cameroun, du défenseur belge de Lokeren Grégory Mertens et de l'italien Mario Morochini sur l'aire de jeu. Il laisse derrière lui sa compagne ivoirienne inconsolable et une fillette. Par ailleurs, la Fédération roumaine de football a annoncé le report de tous les matchs du week-end et de la finale de la Coupe de Roumanie que devait disputer le Dynamo Bucarest contre le CFR Cluj le 10 mai. Elle a été reportée au 17 mai. Ce journal est terminé. Portez-vous bien.